Derrière cette mise en scène, se cache un affrontement plus profond. Il s'agit d'un homme qui voulait réformer, et un système qui ne veut pas mourir. Dans ce théâtre judiciaire diffusé en boucle à la télévision, ce n'est pas la vérité que l'on cherche, mais un homme que l'on veut briser. Les adversaires de Constant Moutamba ne lui pardonneront pas. Face au procès d'enquête sur le prétendu détournement de 19 millions de dollars, Constant Moutamba résiste. Il a même défié le ministère public devant la Cour de cassation. Si les 35 millions ou les 19 millions de dollars sont toujours logés dans le compte du ministère de la Justice, alors il faut arrêter de détourner l'attention du peuple de l'essentiel. Je vous rappelle que devant la Cour de cassation, Constant Moutamba a opposé une résistance juridique rare. Avec un ton calme mais ferme, il a mis au défi le ministère public de produire ne serait-ce qu'une seule preuve matérielle d'un quelconque détournement. La réponse de l'accusation porte sur l'intention et non sur le détournement. Ce n'est pas le détournement qui est reproché, mais l'intention de détourner. Depuis quand on juge l'intention en l'absence de l'acte en droit pénal? Depuis quand une volonté supposée et non démontrée devient-elle la base d'un procès télévisé? La dérive est grave, car elle fait basculer le système judiciaire de la sanction de faits avérés à la persécution d'intentions imaginées. Ce jeune ministre courageux est juste poursuivi par des vautours qui vivent de la mafia organisée. Nous devons être clairs à ce sujet. Il faut qualifier ce procès télévisé de théâtre. C'est un théâtre qui a pour but de détourner l'attention nationale de priorité. Comment expliquer que celui qui a donné le ton pour remédier à une justice malade soit poursuivi tout simplement parce que le procureur près la Cour de cassation aurait vu les intentions? Les experts juristes disent qu'en matière de détournement, on constate la disparition des fonds, ce qui n'est pas le cas avec Constant Moutamba. Ce procès n'est pas anodin. Il interroge la conception même de l'état de droit en RDC. Dans cette affaire, le véritable détournement n'est peut-être pas celui des fonds, mais celui de la vérité. Moutamba est jusqu'ici un ancien ministre accusé sans preuve tangible. Le prétendu compte du scandale de la Raobank n'a pas été ouvert par lui. Constant Moutamba a rappelé que ce compte a été créé et utilisé par ses prédécesseurs. À son arrivée à la tête du ministère de la Justice, ce compte contenait 8 millions de dollars. Mais aujourd'hui ce compte contient plus de 30 millions. Faut-il condamner un ministre pour avoir sécurisé les finances publiques? Mais pourquoi Constant Moutamba est poursuivi s'il n'a pas détourné? Doit-on incriminer un homme pour avoir multiplié par 4 les ressources du ministère de la Justice? Il n'existe pas un seul document dans lequel on peut nous prouver que les mêmes urnes en question voulaient piquer 19 millions de ce compte, d'une part. Ou doit-on plutôt s'interroger sur les véritables motivations de ceux qui l'accusent? Le débat aujourd'hui s'articule sur les intentions de détournement que relève le ministère public. C'est à ce niveau qu'il y a ambiguïté. Au-delà des apparences judiciaires, ce procès sent le règlement de comptes politiques, au détriment de la vérité et de la justice, et surtout au détriment des priorités nationales. Depuis quand la justice congolaise sanctionne-t-elle l'intention supposée d'un détournement, en l'absence de la moindre disparition de fonds? Ce glissement sémantique et judiciaire est d'une gravité extrême. Les juristes sont unanimes sur cette question. En matière de détournement de fonds publics, l'élément central est la constatation de la disparition des ressources. Or, dans ce dossier, les fonds sont bel et bien présents, logés dans le compte officiel du ministère de la Justice. Tout porte à croire que Constant Moutamba paie le prix de son courage politique et de sa volonté de réforme. Dès sa nomination, il s'est imposé comme un acteur majeur de la refondation de la justice congolaise, un secteur gangrené par des décennies d'instrumentalisation politique et de prédation financière. Ce jeune dynamique et déterminé représentait une menace réelle pour les réseaux mafieux qui vivent de l'instabilité judiciaire. Ces vautours ont toujours travaillé pour maintenir la justice en état de fragilité, et Moutamba était le point de rupture qu'il fallait abattre. Il était la rupture que redoutaient ceux qui ont fait de la justice une rente personnelle. Moutamba parlait de rupture, d'assainissement et de redevabilité. Il a dénoncé les trafics et il a mis en lumière les pratiques opaques. Il a surtout dérangé les équilibres. Constant Moutamba a osé toucher à une justice qui ne sert ni la loi ni le peuple, mais des intérêts privés. Et c'est bien cela que ses adversaires ne lui pardonneront pas. Ce n'est donc pas un hasard si l'on assiste à un procès-spectacle diffusé à la télévision, où l'ancien ministre d'État est publiquement humilié,
avant même toute décision judiciaire définitive. L'objectif est clair, le discréditer, le neutraliser politiquement, l'éloigner du chantier de la réforme. Mais pourquoi l'État congolais veut humilier et jeter en prison un tel homme? Pendant que l'on tente de distraire l'opinion publique avec une affaire montée de toutes pièces, les véritables urgences nationales demeurent sans réponse. Où en est la pacification de l'Est? Où en est la lutte contre les groupes armés soutenus par le Rwanda? Où en est la refondation institutionnelle attendue depuis les promesses électorales? Où est la réforme profonde de la justice que Mutamba incarnait justement? Plutôt que de faire le procès d'un homme qui s'est battu pour redresser son ministère, l'État congolais devrait concentrer ses efforts sur les vrais défis sécuritaires, économiques et institutionnels. Le procès Mutamba est donc plus qu'un dossier judiciaire. Il est un test politique, un test moral et une ligne de fracture. Aujourd'hui, Constant Mutamba est dans le box des accusés. Mais c'est l'État de droit congolais qui est véritablement sur le banc des accusés. Je suis heureux, Président, je suis heureux parce que le ministère public n'arrive pas à prouver les détournements par le ministre d'État, Constant Mutamba. Est-ce qu'on va répondre à notre question? Je réponds. Même condamné à mort a droit à la parole avant l'exécution. Ce procès aurait pu être une démonstration de transparence judiciaire et de bonne gouvernance. Mais il est malheureusement le triste reflet d'un système qui s'acharne contre ceux qui refusent d'en être complices. Allons-nous continuer à confier nos institutions à ceux qui les détournent de leur mission? Ou allons-nous soutenir ceux qui refusent de s'incliner devant l'arbitraire? Car au fond, ce n'est pas Constant Mutamba que l'on juge aujourd'hui. C'est notre capacité en tant que nation à choisir entre la vérité et la vengeance, entre la réforme et la revanche, entre la République et sa caricature. L'actualité, c'est aussi ce qui se passe à l'Est pays. Tout est travaillé de façon calculée pour éteindre définitivement le M23. Déjà sur le terrain, les forces armées congolaises et les groupes de résistance s'organisent. L'étau se resserre sur les positions du M23 et le vernis diplomatique craque. Et derrière l'image polissée de la négociation, c'est l'arrogance du régime de Kigali qui commence à être dévoilée au grand jour. Les forces armées congolaises sont en chemin vers une reconquête nationale, parce qu'il est temps que la RDC reprenne l'initiative. Il est temps que la voix du peuple congolais ne soit plus étouffée par les jeux d'équilibristes de certaines chancelleries. La paix véritable ne viendra ni de Doha, ni de Washington, ni de Bruxelles ou de Paris. Elle viendra d'une volonté nationale inébranlable, d'un sursaut patriotique et d'une rupture avec la diplomatie de l'ambiguïté. L'heure n'est plus au silence désormais. C'est pour cette raison que nous existons pour le décryptage de la RDC. Nous avons choisi de dire la vérité sans filtre. Il faut déraciner et déboulonner ces criminels de guerre sous la charpente de Paul Kagame. La guerre qui se déroule à l'Est n'est pas une guerre entre rebelles et gouvernements. C'est une guerre de souveraineté, une guerre pour l'indépendance réelle de la RDC face à des intérêts bien établis qui ont pris racine. Le temps des demi-mesures est révolu. Alors je vous pose la question pour une analyse approfondie. Pensez-vous que la déclaration de principe signée à Doha va mener sur des conclusions qui vont mettre les rebelles en déroute? Sincèrement, lorsque vous lisez ce document, sans oublier l'ambiguïté autour de l'avenir du Rwanda dans les affaires congolaises, je pense qu'il y a beaucoup à redire. La République démocratique du Congo est-elle victime d'un théâtre diplomatique soigneusement orchestré? Jusque-là, rien n'est encore dit clairement sur le sort réservé aux rebelles. Derrière les communiqués lissés et les engagements de façade, il y a une constante opacité. Déjà avec l'accord de Washington, tout a été scellé sur la question de FDLR avec le bradage de la résolution 2773. La récente déclaration de principe signée à Doha, censée ouvrir la voie à un processus de paix durable dans l'Est du pays, soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Muyaya a voulu expliquer l'incompréhension de ces documents. Patrick Muyaya a expliqué sans être clair, et l'incompréhension demeure. Mais pourquoi tous ces documents signés avec le Rwanda ne sont toujours pas clairs? Je suis d'avis que les experts congolais ne rendent pas un bon service à l'État. Depuis le début des négociations dites de paix, on observe une dérangeante récurrence. Aucune clarté sur le désarmement des groupes armés.
Aucun calendrier précis pour le retrait des troupes rwandaises. Et surtout, aucune garantie judiciaire pour les populations massacrées. L'ombre du Rwanda plane sur chaque ligne, sur chaque virgule de ces textes, et cela n'a rien d'un hasard. Dans ce monde, on a connu des guerres et des documents signés qui ont conduit à la fin de toutes ces guerres. Et lorsqu'on essaie de lire le document signé qui a mis fin à la Deuxième Guerre mondiale par exemple, tout est clair sur chaque ligne et paragraphe. Mais pourquoi pour le cas de la guerre de la RDC, tous les textes sont rédigés de manière intentionnelle pour entretenir l'ambiguïté? C'est à ce niveau que nous analysons la traîtrise de la communauté internationale. Avec l'accord de Washington signé avec Kigali, ce document a scellé dans une relative discrétion la question des FDLR, ces rebelles Hutus que le Rwanda pointe inlassablement du doigt pour justifier son ingérence militaire en RDC. Mais dans cette manœuvre diplomatique, la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU semble avoir été purement et simplement vidée de sa substance, réduite à un instrument de validation de l'agenda rwandais. Et Doha arrive ensuite comme une suite logique, avec une déclaration de principe qui annonce un accord dont l'avenir des terroristes sera ambigu. Ce document que beaucoup applaudissent ne tranche rien. Et surtout encore une fois, c'est Kigali qui signe, qui parle et qui impose discrètement le déroulement et le contour. Le M23 AFC, groupe armé désigné comme interlocuteur principal, n'est en réalité qu'un masque. Le véritable protagoniste, c'est le régime de Paul Kagame. Mais on se moque de qui finalement ? Les partenaires internationaux de la RDC veulent cette guerre, et ils veulent que ça dure encore très longtemps. Je ne sais pas si vous partagez aussi le même point de vue. Si vous êtes attentif, vous allez voir qu'à Doha, c'est le Rwanda qui discute et qui signe encore. C'est évident qu'on est parvenu à démasquer le régime de Paul Kagame. Mais il y a une vérité fondamentale que cette communauté internationale manœuvre. Les Américains, les Français, les Anglais, les Polonais et tout le reste savent que cette histoire de Doha n'est qu'une perte du temps parce qu'il ne s'agit pas des rebelles. Il s'agit du Rwanda qui avait déjà signé l'accord de paix à Washington. Donc on devrait en ce moment passer directement au processus de retrait immédiat et sans condition de l'armée rwandaise. Mais ils l'ont conditionné avec la question des FDLR, parce qu'ils tirent les ficelles, ils veulent que les gens meurent et que les villages soient encore incendiés. Peut-on parler de paix sans justice ? Certainement pas, parce que la paix serait compromise. Dans la déclaration de principe qui va porter la rédaction de l'accord de Doha, la question de la justice est à peine évoquée, reléguée à un détail secondaire. Les victimes des violences, les populations déplacées, les femmes violées, les enfants enrôlés, tous restent sans réponse, sans reconnaissance, sans réparation. Une paix sans justice n'est qu'une trêve déguisée, un répit avant la prochaine tragédie. Cette négligence n'est pas fortuite. Elle s'inscrit dans une logique bien connue, qui est de maintenir l'instabilité pour mieux contrôler les ressources. Je pense que vous êtes d'accord avec moi sur ce point. Derrière la façade diplomatique se cachent les intérêts économiques de puissances bien connues. Les États-Unis, la France, le Royaume-Uni ou encore la Belgique, tous ces partenaires de la RDC qui prônent la paix dans les discours, mais qui ferment les yeux sur l'agresseur et l'encouragent en coulisses. Une paix avec une justice absente est-elle possible vraiment ? Mais Félix Tshisekedi l'a compris, il joue comme un stratège politique avéré. Face à cette cacophonie internationale et à ces accords stériles, Tshisekedi semble avoir opté pour une posture inédite, le silence. Un silence que certains interprètent comme une faiblesse, mais que d'autres voient comme une arme, parce que c'est en coulisses que tout se joue. Le chef de l'État prépare l'étape suivante, celle de l'action ferme, souveraine et décisive. Pour parvenir à cet objectif, c'est la RDC qui doit prendre l'initiative de son action pour la paix. Place à la clarté, à la justice et à la paix véritable et sans condition. Je dis librement ce que je pense sur l'actualité avec des éditoriales. Ça peut paraître menaçant, mais c'est mon style d'engagement pour aider la République démocratique du Congo. Je suis certain que ça va déranger les ennemis du Congo. Mais je reste motivé pour être la grande voix sincère des marginalisés, ce peuple en souffrance du pays de Lumumba. Merci de vous abonner à ma petite chaîne pour me donner de la force. Bien. Et la loi dit également que le montant des préfinancements ne peut jamais excéder 30% du montant du coût global du marché. Comment vous êtes arrivé au-delà de 50%? Monsieur le Président, vous vous rendez compte que
La loi n'a pas dit sur des d'autre part, président, humblement, comme je l'ai dit tout à l'heure, les 19 millions qui entrent dans le compte sont surveillés et il y a des modalités de décaissement. C'est pourquoi je l'ai dit, à moins qu'on se trouve le contraire, pour dire que, aussitôt que cet argent est entré dans le compte, il y a eu un ordre de paiement, de décaissement. Il y a eu un ordre de décaissement de 19 millions. Il n'y en a pas. Parce qu'il y avait justement un ordre que j'avais immédiatement donné lors de l'ouverture pour définir le seuil justement de ces 30% auxquels l'entreprise pouvait avoir accès dans un premier temps. Et c'était à travers les services, dans un premier temps. Et que ce serait évalué. Donc les décaissements étaient conditionnés par des évaluations au président. C'est seulement, malheureusement, au moment où les 19 millions entrent dans les comptes, je dis bien que ma chef hiérarchique, qui est la première ministre, à qui j'avais transmis pour transférer ce dossier, avait tout le temps pour me répondre. Ça veut dire autrement, président, que si, pendant le délai là, ma chef, en tant qu'autorité approbatrice, m'avait dit non, je ne veux pas de ce marché. Et qui suis-je pour continuer? J'allais tout simplement annuler. Alors, lorsque j'ai eu l'approbation tacite de la première ministre, conformément à l'article 20 du décret sur le marché de manuel de procédure, c'est alors qu'on a procédé ainsi. Et comme je l'ai dit, il n'existe pas un seul document par lequel on peut nous prouver que même Zion en question voulait piquer 19 millions de son compte. D'une part, d'autre part, aucun document ne prouve que l'argent devait quitter le compte de l'entrepreneur qui était effectivement disposé à construire la prison pour mon compte à moi privé. Il n'y a jamais eu un seul dollar qui soit transféré ou demande du compte de l'entrepreneur vers le compte du ministre de la Justice que j'ai.